Je voulais partager ça, on va dire. Comme dans le film En anglais, V-Live. The Live, voilà. V-Live, sinon c'est... Je me souviens jamais. Moi je sais plus, mais de toute façon c'est gratuit. Voilà. Alors en fait, il faut savoir qu'en 1957, il y a un document militaire américain qui allait révéler les mécanismes universels de la coercition psychologique. Et son impact en fait résonne encore aujourd'hui dans notre compréhension des dynamiques de pouvoir et de manipulation. Donc c'est la charte de Biderman. Oui, La charte, tu connais, non? ça dit quelque chose, on en a déjà parlé. Alors ça a été élaboré par le sociologue Albert Biderman pour l'US Air Force et qui visait initialement à comprendre pourquoi les prisonniers de guerre américains coopéraient avec leurs geôliers durant la guerre de Corée. Et ce qui était alors en fait une analyse militaire, c'est devenu un outil universel pour comprendre les mécanismes de contrôle psychologique. Et donc les 8 méthodes de Biderman résumées en 8 points. Premier point, isoler la victime. Priver la personne des soutiens et liens sociaux qui lui donneraient la capacité de résister. Développer chez la victime une inquiétude intense à propos d'elle-même. Rendre la victime dépendante de l'autorité. Deuxième point, monopoliser la perception. Fixer l'attention de la victime sur une situation difficile et urgente. Forcer son introspection. Éliminer les informations pouvant contredire celles de l'autorité. Punir toutes les actions d'insoumission. Punir, ouais, ça, les amendes, ça en fait partie. Hein. Voilà. Avec ce filtre-là, on arrive à bien comprendre tout ce qui nous est arrivé là, depuis 7 ans. 3. Induire l'épuisement. Affaiblir la volonté de résistance, qu'elle soit physique ou mentale. Jouer sur la durée, quoi. Voilà. 4e point. Présenter des menaces. Cultiver l'anxiété, le stress et le désespoir. 5e point. Montrer des indulgences occasionnelles. Procurer une motivation à respecter les ordres, à obéir et à se soumettre. Empêcher également ainsi l'accoutumance aux privations imposées. 6e point. L'accoutumance aux privations. L'accoutumance aux privations, c'est dingue quoi. Ouais. Démontrer la toute-puissance du pouvoir, 6e point. Suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance à l'autorité. C'est en quoi je rappelle le principe du diable. Sa première force, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Et la deuxième, c'est de vous persuader que vous n'avez aucune chance. 7e point, dégrader la victime. Faire apparaître le prix de sa résistance comme plus dommageable que sa capitulation pour l'estime de soi. Réduire la victime au niveau de la survie animale. Et enfin, 8e point, exiger des actions stupides et insensées. Développer les habitudes de soumission à l'autorité, même pour des ordres totalement stupides, inutiles et infondés. Briser le libre arbitre et les capacités de jugement de la victime. Assis, debout, couché, assis pour prendre le café en terrasse, debout dans le truc, voilà. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on se sent plus intelligent à les prendre pour des cons, ou des hurluberlus, ou des fous, ils gagnent. Donc la puissance de cette charte réside dans son universalité troublante. Quel que soit le pays, on a affaire à des humains qui fonctionnent tous de la même façon. Elle a notamment servi à analyser les techniques d'interrogatoire à Guantanamo en 2002, où ces méthodes ont été directement utilisées comme manuel d'instruction. Comprendre ces mécanismes, c'est se donner les moyens de les reconnaître et de s'en protéger, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. La première étape de la résistance à la manipulation, c'est sa reconnaissance. Ça peut être utile par les temps qui courent. En fait, et j'ai une deuxième pensée. Donc Kobe, c'est Invasion Los Angeles. Invasion Los Angeles. Bien Merci à Stéphane et Obi. Bien joué. Ou à chaque fois qu'il met les lunettes, bim, il décrit le truc, c'est obéis, et il les retire, il voit la pub comme tout le monde.
Ouais, dès lors qu'on rentre en résistance, la première résistance, c'est celle qu'on se fait à soi-même dans la compréhension et la vision que l'on a du monde. Et dès lors que l'on se ferme par le déni, par la peur, par tout ce qu'on veut, tous les artifices qui nous sont balancés pour nous éloigner justement de ce libre arbitre, la première résistance, en fait, elle est à l'intérieur de notre tête, de notre cerveau. Et donc, cette première résistance, c'est d'aller évacuer ce déni et cette première barrière qui se fait de toute façon à l'intérieur de notre tête. Et après, le rebelle, il y a résistant et le rebelle. Un rebelle, c'est celui qui ne réagit pas contre la société. Il observe et comprend tout le manège et il décide simplement de ne pas en faire partie. Il n'est pas contre la société, il est plutôt indifférent à ce qui s'y passe. C'est la beauté de la rébellion, c'est la liberté. Le révolutionnaire, lui, n'est pas libre. Il est constamment en train de se battre, de lutter avec ou contre quelque chose, un peu comme disait Coluche. Ah non, avec, ils la font avec. Ils la font aussi, mais enfin bon. Comment pourrait-il donc être libre dès lors qu'il passe son temps à combattre lui-même, en fait. Donc il est systématiquement en train de réagir contre quelque chose. Où est-ce que se trouve la liberté dans la réaction mécanique à des choses extérieures? La liberté naît de la compréhension. Il faut d'abord comprendre les mécanismes en jeu. La société empêche l'évolution. Le système ne vous permet pas d'être vous-même. Dès lors que vous osez être vous-même, c'est là que la révolution s'enclenche. Et oser être soi-même aux yeux de tous, c'est là que ça commence à devenir prégnant pour soi. Une fois que cela est compris, vous sortez tout simplement du système sans même une cicatrice. Le rebelle pardonne et oublie. Il se contente de prendre une distance par rapport à la société, sans lien ni d'amour, ni de haine avec elle. C'est un penseur qui s'appelle Osho, je ne connaissais pas. Tout ça pour dire, et j'ai relu ces quelques phrases et éléments cette semaine, qui m'a toujours inspiré de tout temps, la semaine sainte et Pâques en particulier, parce que c'est une période de transition, Pâques, où on fait le point sur ce qu'on est, notre vie, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, et cette renaissance qui nous est appelée à chaque période de Pâques pour renaître de nous-mêmes et de nos cendres, pourquoi pas. Mais pour renaître de ces cendres, tel le phénix, il faut s'être consumé. Et soit on se consume sur des combats perdus d'avance, soit on se consume sur des combats qui vont faire appel au véritable combat, celui qui se joue dans notre tête, dans notre fort intérieur. Et comme le disait Adrien tout à l'heure, dès lors que l'on comprend que nous ne sommes en fait, au travers de nos 5 sens, qu'une interface, le monde tel qu'on le voit n'est que l'histoire que l'on s'en fait. En théorie, il suffirait de se raconter une autre histoire pour vivre autre chose. Mais c'est pas qu'en théorie, c'est à un moment donné, le fait, enfin, penser autre chose, voilà, on acquiesce, ok. Penser à quoi, comment, c'est là qu'il faut aller puiser sa force et sa puissance dans autre chose que quelque chose d'horizontal. Et tout ce qui est horizontal, c'est la matérialité, tout ce qui est politique, tout ce qui est, d'un point de vue matériel, qui va toujours s'attaquer aux conséquences plutôt qu'aux causes, pour rentrer dans une dimension plus verticale, qui va nous élever au-delà de nous-mêmes, vers quelque chose qui fondamentalement nous dépasse, et dont on pourrait avoir peur, parce que c'est l'inconnu, parce que on n'a pas nécessairement l'expérience de l'avoir vécu. Et c'est là que l'exemple d'autres, bon nombre de lanceurs d'alerte qui ont ouvert la voie, au péril parfois de leur vie, qui ont fait don quelque part de leur vie à quelque chose de plus grand, de plus noble qu'eux-mêmes. Et quelles que soient les erreurs qu'ils aient pu faire avant, ils se sont élevés par cette transcendance vers quelque chose qui les dépassait.
Et aujourd'hui, trouver à chacun... Moi, aujourd'hui, je pense que chacun est à sa place. Aujourd'hui. Est-ce que chacun est à sa juste place? Le choix incombe à tout à chacun, pour le coup. De prendre conscience de là où il se trouve, ici, maintenant, de ce qu'il met en œuvre, de ce qu'il alimente, de ce qu'il nourrit. Parce que être dans un camp ou dans l'autre, pour des raisons qui nous sont propres et parfois fondamentalement honnêtes, sincères, si au bout du compte, ça doit vous amener dans le mur, ça doit vous poser question. Ça doit poser question, est-ce que je suis en train d'alimenter le bien ou le mal? À qui je fais le plus de bien? À qui je fais le plus de mal? Et renoncer à admettre son erreur, on peut se tromper. C'est fatalement, à un moment donné, donner à l'autre, lui laisser le choix qu'on n'a pas envie de faire, subir ce choix. Et ça, en conscience, et tout ce qui se passe autour de nous nous amène à ce degré de conscience vers nous-mêmes, de mesurer dans ses actes, dans ses dires, la portée de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Avec toujours au fond de soi une petite lumière qui doit scintiller, qui doit se mettre à tintibuler dès lors que, comme les cloches de Pâques, à tintibuler dès lors que vous sentez au fond de vous que on n'est pas en cohérence. On doit très vite se rapprocher de l'humilité pour sortir de cette manipulation. Parce que de l'autre côté, on a en face de nous, c'est un monstre, quand on voit l'ampleur que ça a pris, c'est pied à pied que cette guerre, elle est ouverte, elle est sourde. Mais on est en guerre ouverte contre cet état d'esprit. Et faute de combattants, à un moment donné, le combat va s'éteindre de lui-même parce que les plus vaillants, les plus courageux, les plus exemplaires seront tombés avant tous les autres. C'est pas ceux qui arrivent derrière qui pourront prendre la relève si cette relève n'est pas prise du vivant de chacun. En tout cas, j'allais dire gloire à tous ceux qui sont déjà en chemin, courage à tous ceux qui sont déjà en piste et qui essayent de fédérer autour d'eux, et gloire à tous ceux qui rejoindront d'un seul cœur tous les combats au-delà de sa propre personne pour aller embrasser ce combat glorieux qui nous attend tous et libérer j'allais dire notre monde de cette bête qui n'est pas immonde, c'est juste un autre pendant de ce que l'on est. Acceptons-le et acceptons de nous mettre en chemin avec un bâton de pèlerin qui va tous finir par nous réunir autour d'une cause commune, celle de notre humanité propre. Voilà.